Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Comment prévenir le crime passionnel? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Vos réactions sont bien évidemment attendues à partir de 14 h. Le numéro de téléphone va s'afficher dans quelques instants au bas de vos écrans, donc vous aurez la possibilité d'intervenir tout au long de cette émission, par appel bien évidemment. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les invités qui sont présents sur ce plateau, qui m'accompagnent cet après-midi. Fidèle au rendez-vous, Maître Bondje, bon après-midi et bienvenue. Bonjour Audrey, c'est toujours un plaisir de partager ce repas qui devient pour moi une habitude. À ce repas, j'aime bien le terme, c'est vrai qu'il est 13 h en plus. Hein. Oh. C'est l'heure du déjeuner, carrément. Oui, ça c'est vrai. D'où le terme repas. Ben, je voulais profiter, si vous me donnez l'occasion aussi, de souhaiter bonne fête. À ce moment qui dans la passion de l'amour, la passion amoureuse, ou l'amour passionnel, on peut donner des hommes aussi talentueux que nous et vous. Que Maître Bondje. Et donc, il faudrait leur rendre grâce. Elles ne sont pas tombées, effectivement, dans ce que nous allons traiter aujourd'hui des crimes passionnels. Voilà. Bonne fête des mères par anticipation, hein, carrément, parce qu'il faut rappeler que c'est demain la fête des mères. Tout à fait. Je profite pour souhaiter une bonne fête des mères hein, par anticipation à ma mère, Madame Bellol, qui est certainement en train de nous regarder cet après-midi. Fanny Maton, journaliste, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey et bon après-midi à Maître Bondje. Merci. On n'oublie pas ceux qui nous regardent en ce moment à travers le monde. Tous les téléspectateurs. Ah oui, ils sont nombreux, il faut le dire. Voilà, la grande famille, vous et moi, comme j'aime bien le dire. C'est bien ça. On a une pensée posée Ngangula, hein, notre ami qui est certainement en train de nous regarder. Forcément. Du côté de la France, rebelles français aussi certainement, ils auront la possibilité d'intervenir. Ils vont le faire comme d'habitude, hein, à partir de 14 h. Monsieur Somo va nous retrouver dans quelques instants sur ce plateau. Il est en retard aujourd'hui, il aura une amende. Hein. On ne va pas l'attendre, hein, Maître Bondje, Fanny Maton, on va démarrer, on n'attend pas Monsieur Somo. Alors, Maître Bondje, hein, pour qu'on ait tous le même niveau de compréhension, comme j'aime bien le dire, et comme Monsieur Somo aussi aime bien le dire, on va commencer par définir le crime passionnel. C'est quoi le crime passionnel? Oui, mais avant d'arriver dans la définition, vous voyez, le crime passionnel, ça a deux mots. Il y a crime et il y a passion. Oui. Le crime, c'est la violation, effectivement, d'une règle préétablie, d'une règle sociale préétablie et qui est souvent socialement ou moralement protégée. Bon, il y a plusieurs types de crimes dans différents codes. Mais lorsqu'on parle de la passion, vous voyez ici, la passion est définie de plusieurs manières, mais le plus souvent, on y voit un mouvement violent de l'âme. Violent de l'âme qui est inhérente à un désir très poussé d'accomplir quelque chose ou dans l'amour qu'on a pour une personne. Alors, crime passionnel, c'est quoi? Un crime passionnel, le plus simplement du monde possible, c'est un meurtre ou une tentative de meurtre. Le meurtre ici entendu comme le fait de donner la mort à autrui. Sinon, si on se donne la mort, on parle beaucoup plus de suicide. Mais ici, c'est le meurtre. Le meurtre étant donc le fait de donner la mort à autrui, c'est un meurtre ou tentative de meurtre, justement, qui a pour mobile soit la jalousie, soit la passion. Donc, c'est ça le crime passionnel. D'accord. Alors, on a M. Somo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Hein. Bon après-midi, bienvenue. Bonsoir. Mais vous n'avez pas le droit vous n'avez pas encore le droit de parole. Vous aurez la parole à 14 h. Vous êtes amendé. Alors, Fanny Maton, quelque chose à rajouter? Crime passionnel. Quelque chose à rajouter? Je rejoins parfaitement ce que vient de nous dire Maître Bondje. Et moi, je veux juste faire une petite précision. C'est vrai, il a dit la jalousie, oui, mais quel type de jalousie? Ça aussi, il faut le préciser. On est là dans un cadre qui se veut carrément amoureux. Du coup, j'ajoute à côté la jalousie amoureuse. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on pose cet acte qui peut être très violent, très extrême, cela peut avoir comme mobile, comme il nous l'a dit, la jalousie amoureuse ou alors la passion. Et on sait tout ce que la passion peut entraîner comme extrême dans la vie des individus. Voilà. Monsieur Somo. Enfin, il est libéré. Il est libéré, oui. Je vous ai libéré. Alors, Monsieur Somo, expliquez-nous comment l'amour peut-il se transformer en meurtre? Comment c'est possible? Très bien. Avant de revenir directement à cette approche, à cette vision de Maître Bondje et Fanny Maton. Fanny Maton. Fanny, moi je préfère Fanny. Fanny, c'est plus beau, ça correspond à la... Fanny, ça correspond à la personne. Voilà.
Wow. Oui. Non, j'ai rien dit. Un peu de sérieux, monsieur Soumou. Bon, voilà. Maintenant, je voudrais dire que, en fait, lorsqu'on parle de crime passionnel, je ne voudrais pas qu'on soit circonscrit au seul concept d'amour. Oui. D'amour compris au sens d'un homme et une femme, et dans cette dimension que nous voulions entrevoir. L'amour peut être un sentiment qui est dégagé vis-à-vis d'un objet. D'un objet. Tout à fait. Et du coup, ne limitons pas le crime passionnel, cet acte odieux commis, n'est-ce pas, par amour pour une personne. Et voyons par crime passionnel cet acte qui peut être aussi commis parce que quelque part, on a un sentiment d'attrait pour une chose et que quelque part, on se rend compte que cette chose ne peut pas vous appartenir à vous seulement. Oui. Des gens ont posé des crimes passionnels, non pas parce qu'ils étaient amoureux de quelqu'un, mais parfois parce qu'ils étaient véritablement tombés amoureux de quelque chose. Ça, c'est juste une précision que je voulais apporter pour qu'on soit plus large dans l'acception que nous voulons donner à la notion de crime passionnel. Oui. Je voulais aussi dire que la notion de crime, Maître Bondier a évoqué, je crois que sa formation et sa culture de juridique, Oui. Les juristes. Juriste, voilà, sa culture de juriste, Oui. lui a donné une certaine vision de la notion de crime. Oui. Bon, mais je voudrais que ce soit également plus élargi à une approche psychosociologique. Hein? Dans la société, vous le savez, il y a ce qui fonde l'existence de la société, c'est la norme. La norme sociale, l'ensemble des lois qui régissent la vie en société, ces lois ne sont pas forcément consignées dans le sens d'une juridiction bien établie, mais ça peut être des conventions parfois informelles passées entre des personnes qui vivent dans le cadre d'une société. Je voudrais qu'on ait la notion de criminel comme celle de quelqu'un qui, quelque part, enfreint à une des dispositions de ce que la loi dit, pas forcément ce que la loi dit, mais ce que la convention sociale dit, parfois dans un sens informel. Oui. Et du coup, je le dis pour qu'on comprenne que le crime passionnel devient une réalité très contextualisée. C'est-à-dire que si ici, tu es un homme ou une femme, Oui. parce que on est amoureux ou amoureuse d'elle, peut apparaître comme un crime. Ailleurs, il peut apparaître comme l'expression la plus logique, n'est-ce pas, d'un attachement et du coup un fait banal de société. Certaines sociétés sont bâties sur ce modèle. Un crime, monsieur Soumou? Oui, c'est-à-dire que... Un fait banal, un crime? oui, c'est-à-dire qu'un crime... Oui, un crime Il y a mort d'homme, hein? Oui, il y a mort d'homme. Un fait banal? Oui, Comment c'est-à-dire que cela peut paraître un fait banal. Certaines sociétés, elles sont africaines, elles sont asiatiques, elles sont ailleurs. Quand chef, par exemple, meurt, on demande qu'on descende avec lui l'ensemble des personnes qu'il a aimées. Cela n'est ni plus ni moins regardé ici chez nous comme un crime, donc, mais ailleurs comme un respect d'une convention. Donc, vous voulez dire qu'il y a des sociétés qui tolèrent ça? Il y a des sociétés qui ont une approche tolérante de la chose, parfois permissive, et même une approche qui encourage cette pratique comme étant la meilleure preuve d'amour qu'on peut apporter pour l'autre. Oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir s'il y a ces sociétés-là dont parle M. Soumou. Est-ce que ces sociétés-là existent vraiment? Il y a des sociétés où on tolère le crime passionnel. Bon, ben, il a dit quelque chose qui me semble être important parce qu'il a élargi la notion effectivement du crime. Oui. Ça, il faut le comprendre parce que ce n'est pas que des textes. Nous, on parle généralement de ce qui a été formalisé. Parce que vous savez, nous partons, je l'ai toujours indiqué, des droits naturels que chaque être humain a. Bon, mais lorsque c'est légalisé, ça quitte dans le domaine des droits naturels pour devenir des libertés publiques ou des libertés individuelles consignées dans ce qu'on appelle des codes. Code civil, code pénal, code social, code du travail, etc., etc. Mais il reste que l'homme a en lui, et dans le cercle où il vit, des normes non normées, c'est-à-dire que non formalisées, mais qu'il respecte parce que tout le monde est enclin à le respecter. D'ailleurs, au-delà de ces normes dites des normes sociales, il y a des normes qu'on peut appeler ici des normes morales, qu'on retrouve beaucoup plus dans les religions.
tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il n'y a pas quelque chose qui est prévu à la fin comme sanction, mais votre sanction, le plus souvent, dans les normes morales, c'est beaucoup plus la conscience d'avoir exercé tel et peut-être d'être puni un jour par le guide suprême. Donc, il y a toujours ces éléments. Est-ce qu'il y a des sociétés? Oui, dans nos sociétés traditionnelles. J'ai eu la chance d'aller au nord-ouest une fois, je crois en 95, et nous avions visité une chefferie, je vais peut-être taire le nom pour que cela ne m'attire pas, où il nous a été expliqué que chaque année, on nous a montré une pierre où effectivement, on sacrifiait une personne sur cette pierre. C'est-à-dire qu'on tuait la personne pour le bien de la société, de la tribu. Donc, il y a eu des abus qui aujourd'hui sont en train d'être effacés par ce qu'on peut appeler l'univers des droits de l'homme, avec la kyrielle des instruments internationaux et les textes nationaux qui veulent donc que l'homme soit au centre des préoccupations de toute politique. Donc l'homme ne peut plus être l'esclave de l'homme. L'homme ne doit plus être sacrifié au bénéfice des autres. Il y a tellement de moyens d'y arriver. Donc là, je suis tout à fait d'accord. En Asie, par exemple, il vous a parlé effectivement de cette tribu où on enterre. Oui, il y a des tribus là-bas où on enterrait généralement l'homme. Quand il mourait, la femme était toujours enterrée par l'homme. Il y a même un terme qu'on utilise, je ne sais pas si c'est sati, etc., où on brûle les gens sur l'auto da fé, sur les bûches. Effectivement fait à cette occasion. C'est des sociétés qu'on peut encore dire des sociétés primitives. Ces sociétés primitives, et je crois que ces rites aujourd'hui sont combattus. Si ça se fait encore, c'est dans la cachette, parce que la conscience humaine de ce jour ne permettrait pas que parce qu'un individu aussi puissant qu'il fût, aussi important qu'il fût, soit enterré avec un être vivant. Ça se comprend plus. Donc, c'est des pratiques rétrogrades qui ne peuvent se passer que dans des endroits beaucoup plus cachés. Aujourd'hui, quand on parle de ce genre de thème, et là, j'invite mon ami, ce mot, c'est effectivement pour voir dans la norme réelle, dans la globalité, ce qui doit être fait, parce que tout le monde condamne cela. Il ne sert à rien parce que vous ne voulez pas de telle personne ou telle personne vous a quitté et l'assassiner. Pour assouvir en principe vos besoins égoïstes. Oui, justement. Moi, j'allais poser la question à Fanny Matomba. Mettons fin au jour de la personne qu'on aime parce qu'on veut la protéger ou alors par égoïsme. Quel est votre avis? C'est une question quand même un peu difficile, hein, parce que, comme on dit toujours, on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe dans la tête de celui qui est en train de poser l'acte. Il est très difficile de le déterminer. Mais avant de répondre, moi, je voudrais juste qu'on rentre un peu dans le thème, parce que je pense que c'est bien écrit, crime passionnel. Et lorsqu'on s'arrête simplement aux exemples de crimes, sans y associer la passion, il y a un problème. C'est pourquoi les exemples qui ont été pris, en termes de, si on peut appeler ça crime, je pense que Maître est là pour m'y apprécier. Et même M. Somo, ils ont parlé du crime en général. Voilà. On parle du crime passionnel. Voilà, là, on rentre dans le passionnel et je crois que lorsqu'on rentre dans le passionnel, ces exemples ne me semblent pas les meilleurs. Ne me semblent pas les meilleurs parce que en cela, je ne vois aucune passion, mais je vois juste des gens qui vivent sous des conventions, et qui ont décidé, voilà ce qu'on va faire. Or, la passion, on le sait, on ne la crée pas. On ne décide pas de faire quoi que ce soit. Ça s'impose à nous. C'est interne, c'est psychologique. Donc, pour revenir donc à la question, est-ce que celui qui tue, c'est par égoïsme et tout? Oui, un égoïsme qui peut être expliqué dans la psychologie. Ça, on peut l'expliquer pour dire que, parce que celui généralement qui commet l'acte se sent non seulement en danger, dans quel sens? Il se dit, cet être-là doit m'appartenir à moi et à moi seul. Et on sait que lorsqu'on veut tout pour soi, c'est de l'égoïsme. Dans ce cas, on voit l'égoïsme qui apparaît. Mais ce n'est pas un égoïsme dans le sens premier, tel qu'on le voit, parce que c'est vraiment psychologique. Et c'est des choses qu'on ne peut pas facilement expliquer. Je crois que M. Somo, qui est psychosociologue, pourra mieux entrer là et nous expliquer ce que c'est. Maintenant, il y avait égoïsme d'un côté, de l'autre côté, c'était... Protéger la personne. Protéger la personne. Être aimé, oui, ceux qui tuent parfois se disent que c'est pour cela. Ils se disent que oui, en posant l'acte, c'était pour protéger la personne. Mais maintenant, de quelle protection est-ce qu'il s'agit? On retourne encore à la psychologie et on se dit, il y a forcément un problème et seuls les spécialistes peuvent souvent nous expliquer en profondeur ce que cela signifie. Monsieur Somo.
Oui, je suis d'accord avec Fanny dans cette approche. Il faut surtout éviter de verser dans ce qu'on appelle chez nous un psychologisme psychologisant. C'est-à-dire qu'une tendance à vouloir tout expliquer par de la psychologie, alors que parfois des faits sont si simples, il y a des choses qui sont si banales, que cela n'échappe à la compréhension de personne pourvu qu'on fasse un petit effort d'analyse. C'est vrai que le crime passionnel, depuis longtemps, a fait l'objet d'un débat dès lors qu'il a été difficilement expliqué. Dans la plupart des juridictions, Maître Bondier peut le confirmer, lorsque quelqu'un a tué et qu'on cherche une explication à ce qu'il a fait et qu'on ait trouvé une expression crime passionnel pour alléger les charges, cela dénote de ce que le crime, lorsqu'il est commis, est parfois indépendant de la volonté claire de la personne qui a posé l'acte. Ça veut dire qu'il y a des faits sous-jacents, il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas de la volonté du criminel et qui lui sont imposés par quoi? Et c'est donc là toute la question. Parfois, ces faits lui sont imposés par l'histoire. Oui. Son histoire à lui. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel il est né, cet environnement a développé en lui des tendances à ce type de comportement. Ça, c'est ce qu'on appelle la construction de la personnalité de l'être qui le prédispose au crime. Ça, c'est un fait. Il y a aussi ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire qu'un ensemble de conditions qui entourent, n'est-ce pas, la scène du crime. C'est-à-dire qu'au moment où il commet le crime, il y a beaucoup de pesanteurs qui l'ont induit, qui l'ont amené forcément à le faire. Je dis par exemple que si vous avez votre petit ami avec qui vous êtes ensemble tous les jours, vous allez en boîte, vous ressortez, vous bougez ensemble, et qu'un de ces 4 matins, vous êtes au courant que votre monsieur Bondier, qui est votre ami de tous les jours, en a fait sa propriété dans votre dos, tapé dos, comme on dit, c'est vous qui savez ces choses-là, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous utilisez quand même le terme? Oui, j'en ai entendu parler. Bon, alors, lorsque cela arrive, en fait, les railleries auxquelles vous devez faire face, l'humiliation et tout ce qui entoure, n'est-ce pas cela, que la personne redoute, peuvent le conduire sans aucune forme de contrôle à poser ce type d'acte. On met de côté certaines thèses criminologistes de naissance qui font que l'on ait affaire parfois à des personnes qu'on appelle des criminels nés. C'est-à-dire que vous avez à la naissance hérité d'un certain nombre de gènes qui font de vous quelqu'un qui est prêt à tuer dès lors qu'il voit que ses intérêts sont menacés. Voilà. C'est très bien que Fanny ait posé le problème d'égoïsme. En fait, quand on tue dans le cadre d'un crime passionnel, en général, on ne tue pas parce que forcément, on a envie de faire quelque chose. Parfois, c'est parce qu'on a l'impression que l'autre qu'on tue est exposé à l'amour de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lorsqu'on se remémore tous les efforts qu'on fait pour que sa partenaire ou son partenaire soit mis dans certaines conditions, et qu'on retrouve que malgré tous les efforts qu'on fait, il y a quelqu'un qui a ses faveurs et qu'on est sûr que celui-là ne pourra pas au mieux protéger cette personne qu'on aime tant par égoïsme, même beaucoup plus par égocentrisme. On a envie de dire, il vaut mieux que cette personne ne soit pas là pour ne pas avoir à subir la maltraitance de l'autre. Donc, la thèse psychologique du crime passionnel, de l'explication du crime passionnel, elle est réelle, mais elle est si simple et si facile qu'elle n'échappe à la compréhension de personne, pourvu qu'on y fasse tout simplement un petit effort de réflexion. Oui. Alors, Maître Bondier, le crime passionnel est-il puni par la loi? Si oui, quelles sont les sanctions prévues à cet effet? Tout à fait. Avant de répondre très simplement à cette question qui me semble d'importance, je voudrais revenir pour dire effectivement que les crimes passionnels ont tué plus que toutes les guerres réunies. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que sur le plan de la justice, très peu de cas sont au grand jour. Beaucoup de cas sont dans les teignoirs. C'est cette femme qui tue son mari avec l'oreiller,
ou qui empoisonne son mari, ou qui met de manière sibylline quelque chose, ce n'est jamais sûr. On va le trouver mort, on va estimer qu'il est mort dans la nuit ou il est mort après. Ou cet homme-là qui, avec des coups de poing, essaie de terminer sa femme à petit feu et qui va mourir un jour peut-être comment je peux dire, qui va mourir un jour par excès de souffrance. Oui. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan des violences morales, il y en a excessivement. C'est-à-dire que des couples vivent parfois sous des pressions énormes. Et beaucoup se suicident. C'est pour ça que je dis qu'il y a plus de crimes passionnels que toutes les guerres réunies. Maintenant, il faut aussi se dire une chose qui est bizarrement contradictoire. Il n'y a jamais eu de grandes œuvres sans passion. Toutes les œuvres que l'homme a pu faire sur terre, c'est par passion. Rien ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Vous savez aussi que même le premier d'entre nous, sur le plan religieux, le Christ, on parle de la passion du Christ, et donc de cette période de souffrance qu'il a eue jusqu'à la croix et même sa mort. Et donc, la passion ici est un élément d'importance, mais aussi cette passion la tue. Lorsqu'on va à l'extrême. Est-ce qu'il faut laisser la passion dominer sur la raison? Justement, le véritable problème, c'est que la passion influence l'âme. L'âme est dans le domaine du déraisonnable. C'est-à-dire que, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est-à-dire quand vous entrez dans ce domaine des passions, des sentiments, le cœur a très peu de place, je veux dire la raison. C'est dans un domaine d'inconscience où parfois les actes qu'on accomplit, vous-même, si vous pouviez revenir, vous retiriez ce que vous avez posé. Mais à ce moment-là, et c'est d'ailleurs pour cela que le travail, par exemple, le développement de l'homme, le travail de la maîtrise de soi, etc., développement personnel est d'une importance capitale. Parce que tout être humain, il ne faut pas voir les autres comme s'ils étaient des extras. Nous tous, nous sommes exposés effectivement à ce genre d'actes. Parce que vous vous souvenez que parfois vous avez des excès de colère qui peuvent vous amener à commettre un acte et à le regretter. Un seul coup de poing que vous donnez peut-être à votre mari, je vois un peu que vous avez la capacité, peut le rendre mortel, vous savez, mais vous n'avez pas voulu tuer votre mari, mais c'est l'inverse que je voulais dire. C'est-à-dire que cet homme-là qui frappe sa femme veut peut-être la tranquilliser, mais à un moment donné, ça peut passer au crime. Et donc, nous tous, nous sommes exposés parce que nous sommes mus par tous ces éléments. Et c'est la maîtrise de soi. C'est d'autres éléments, la formation déjà, pour certains, ceux qui se réveillent sur le plan religieux, qui s'adonnent à Dieu, vraiment ce qui m'est arrivé, je préfère me confier à Dieu. D'autres se disent, bon, ok, je vais même voir des amis, il en parle à d'autres, qui vont lui donner des conseils, etc. Ça diminue un peu l'excès que nous avons. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que c'est puni par la loi? Il faut dire que l'article 75 du Code pénal est clair là-dessus, après avoir traversé l'article 74 sur la volonté et sur l'intention, donc la liberté consciente de commettre le crime, qui est d'une importance capitale lorsqu'on veut vous condamner. On remarque d'abord que l'élément matériel est là, c'est vous qui avez tué, mais on veut voir si vous avez eu l'intention de tuer. Et c'est assez si l'acte a été prémédité. Si l'acte a été prémédité. Et l'article 75 du Code pénal répond en disant l'ignorance de la loi. L'ignorance de la loi et le mobile n'influent pas sur la responsabilité pénale. Cela veut dire que, clairement qu'on ne doit pas tenir compte pénalement pour dire, bon, il a tué parce qu'il aimait, il faut le laisser. Néanmoins, la loi a laissé la possibilité au juge d'apprécier sur les circonstances atténuantes. On se dit quand même, cette femme qui a tué cet homme, qui voulait par exemple la violer, on peut mettre là sur les faits justificatifs, mais le plus souvent dans le crime passionnel, on essaie un peu d'atténuer par les circonstances atténuantes. Et c'est là où le juge, au lieu peut-être de vous donner 20 ans ou de vous condamner à la perpétuité, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est un meurtre ou d'emprisonnement à vie, peut se dire je vais lui donner 10 ans ou 15 ans, parce qu'effectivement les circonstances qui ont entouré ce meurtre étaient de nature à pousser la personne à le faire. Donc ce n'est que c'est là que ça joue, mais un crime passionnel reste un crime, et même une tentative reste toujours un crime qui doit être sévèrement puni.
Oui, Maître Bondje, ce crime est-il puni de la même manière hein, si c'est un homme ou une femme qui le commet? Bien sûr. Ici, on ne distingue pas. Vous savez, l'article 1er du Code pénal indique que tous, la loi pénale s'impose à tous. Oui. Maintenant, la loi peut esquiver en disant que telle personne peut être exclue. Jusqu'à ce jour, aucune loi n'exclut une femme de la même peine que l'homme ou l'homme de la même peine que la femme. Mais je voudrais rebondir pour dire à ce qu'on a indiqué là-bas tout à l'heure, que d'après beaucoup d'études, on dit que les hommes tuent pour conserver, mais les femmes tuent pour se débarrasser. Ça reste à vérifier. Voilà. Monsieur Somo, est-ce que des personnes violentes de nature, parce qu'on a des personnes qui sont violentes de nature, hein, est-ce que des personnes violentes de nature sont prédisposées à poser de tels actes? Oui, l'acte criminel est par essence un acte violent. Donc, et forcément, ceux qui ont certaines dispositions à la violence, n'est-ce pas, forcément vont aller jusqu'à tuer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fonde la violence qui est en certains et pas en d'autres? Et c'est là où je rejoins la thèse que défendait Maître Bondje tout à l'heure, à savoir que dans le cadre de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, on convient qu'il y a des personnes qui, par essence et par naissance, sont prédisposées à la violence parce que cela est inscrit dans leur génotype. C'est-à-dire, génotypiquement, c'est des personnes qui sont, n'est-ce pas, propulsées dans la scène de la violence. Peut-être, ils l'ont dans le gène, comme j'ai dit, et ou alors parce qu'ils ont grandi dans un environnement violent. Chez nous, en psychologie, nous disons que chaque acte, chaque geste est en soi un comportement. Et un comportement est défini par ce que nous appelons la personnalité. Et la personnalité se construit au fur et à mesure, dès la naissance et dans un processus dynamique, cette personnalité se construit. Bon, et la personnalité, parfois, se construit indépendamment de l'individu lui-même. Ça veut dire que, quelque part, c'est les autres autour de nous qui sont responsables de ce que nous devenons à un moment donné. Ces personnes qui sont indépendantes de nous, c'est qui? C'est nos parents. Nos parents. C'est-à-dire, dans quelles conditions est-ce que nos parents nous ont fait grandir? C'est-à-dire que si vous avez grandi dans un environnement où le culte, où la violence en soi ne signifie absolument rien, un père et une mère qui se sont bagarrés toute une vie et ont banalisé aux yeux de l'enfant la notion de violence, fait que l'enfant qui naît banalise également cette violence et adopte comme un mode de comportement qu'il reproduit plus tard lorsqu'il est devenu grand. Est-ce que, par exemple, vous avez amené votre enfant à regarder des films violents, il les a intégrés comme étant un jeu auquel il peut se livrer plus tard? Ça, c'est également... Donc, je prends ces exemples pour démontrer que, en général, les circonstances atténuantes font que la notion de circonstances atténuantes fait appel à ce que l'être humain, c'est-à-dire que celui qui a posé le crime n'est quelque part pas totalement responsable de l'acte qu'il pose. En fait, il est le bras séculier par lequel la société a posé un acte criminel. C'est pourquoi... C'est pas une excuse facile ça, M. Somon, parce que nous sommes quand même tous responsables des actes que nous posons. C'est vrai, je ne dis pas qu'il faille disculper complètement la personne qui pose son acte, parce que la notion de discernement, et c'est là où on arrive à la notion d'individu. Individu, ça veut dire que chacun en soi est tout à fait... Il y a des personnes qui grandissent dans cet environnement, mais qui, une fois qu'ils intègrent la société globalement, savent faire la différence entre une certaine culture qu'ils ont reçue et les conventions d'une société qui essaie de les remodeler et de se mettre aux antipodes de l'éducation qu'ils ont reçue. S'il y en a qui font une comparaison raisonnable entre ce qu'ils ont reçu comme éducation et ce qu'ils perçoivent de la société, il y en a qui le perçoivent comme ça et qui décident donc de s'en débarrasser, et d'autres qui érigent plutôt cela comme un mode de fonctionnement et le reproduisent dans la société. C'est là où la loi vient et dit tel est bon, tel est mauvais, tel est coupable, tel est non coupable. Donc, on ne peut pas se limiter à dire globalement que chaque acte violent est un acte qui s'explique par le fait de société, mais la maturation psychologique des uns et des autres nous rend à un moment donné responsables totalement de l'acte que nous posons. Bon, les violents, les personnes violentes qui posent un acte criminel, il faut discerner ceux qui posent cet acte. Vous allez, dans des conditions, leur demander s'ils ont posé un acte violent. Ils vous disent qu'ils n'ont rien fait de mauvais. C'est-à-dire que même dans des situations d'enquête, quand ils vous parlent, ils vous décrivent avec un cynisme aberrant l'acte qu'ils ont posé. C'est-à-dire qu'ils vont décrire jusqu'au moindre détail ce qu'ils ont fait.
en réalité, s'ils le font, c'est une façon de dire que, enfin, cette extase dans laquelle il se situe quand il décrivent cela, c'est pour dire, moi, je n'ai rien fait, en fait, voilà ce que les autres ont fait faire. Mais il y en a qui se recroquevillent dans un mutisme total et qui développent une attitude de honte et de culpabilité devant l'acte qu'ils ont posé. Parfois, ils se demandent comment en est-on arrivé là. Comment en est-on arrivé là? Ils ont honte de l'acte qu'ils posent et parce que probablement ils l'ont posé dans des conditions qu'ils savent. Mais d'autres l'ont totalement prémédité parce que, agissant de façon opportuniste, ils sont allés jusqu'à poser cet acte. Tenez cet exemple. Il y en a qui vivent avec une fille qui probablement leur procure un certain nombre de satisfactions, que ça peut être des satisfactions affectives. On dit, ben, cette petite, on sait ce qu'on ressent quand on est avec elle, hein, à l'idée qu'on pourrait la partager, que quelqu'un d'autre pourrait jouir des mêmes choses. Ça, ben, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas inimaginable. Et du coup, dans un élan d'égoïsme, comme on dit, on le fait. Il y en a il y a des femmes à qui des hommes donnent tout. Et bien alors, pratiquement tout. À l'idée qu'une autre femme viendrait profiter de ces biens, on dit non, il faut l'éliminer. En ce cas, est-ce que c'est la société autour de soi qui est responsable de cela? Non. C'est l'individu en tant que tel, conscient totalement des avantages qu'il a par rapport à une situation donnée, préfère poser cet acte. Non pas parce qu'il voudrait aider quelqu'un ou quoi que ce soit, mais parce qu'il est attaché passionnément. Et c'est là on revient à la notion de crime passionnel. Il est attaché passionnément aux bontés qu'il vit ou alors aux biens dont il est véritablement le bénéficiaire. Voilà, la violence, elle est au départ de tout acte de crime passionnel. Alors, Fanny Matombe, si on a en face de soi un partenaire ou une partenaire violente, que doit-on faire? Doit-on quitter la personne dès les premiers signes de violence? Quelle est l'attitude à avoir face à ce type de personne? C'est vrai qu'il faut regarder aussi le niveau de violence, parce qu'il y en a, ça peut être juste une violence verbale, il y en a, ça peut être physique, donc on devra distinguer cela. Mais en même temps, je pense que, quel que soit le cas, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Oui. Je veux dire quoi? C'est pas en les fuyant qu'on les aide. C'est vrai, ça demande beaucoup de courage de la part de celui qui subit la violence, à dire porter ses gants, comme on dit souvent, et prendre ses responsabilités, mais ce n'est pas toujours évident. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par soi-même, on ne peut pas y arriver, on peut s'entourer de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres personnes, pour pouvoir aider la personne violente, c'est-à-dire à connaître une amélioration dans sa façon d'agir ou alors de parler. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui sont verbalement très violents. Mais alors très violents au point où vous pouvez quitter la maison, partir et ne plus revenir. Simplement par des mots qu'on vous a avancés. Donc, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, j'estime, et il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de courage de la personne violentée pour pouvoir aider l'autre. Parce qu'en fait, sous d'autres cieux, ce qu'on voit lorsqu'on a affaire à des gens comme ça, on ne les isole pas, mais on essaye de leur apporter un coup de main, une assistance, vraiment une véritable assistance, afin qu'on puisse non seulement trouver les mobiles même de leur violence, parce qu'il y en a qui sont violents, parce qu'il y a peut-être des antécédents. Or, il y a des choses qu'on peut corriger. Il y en a aussi qui sont un peu difficiles, mais il y en a qu'on peut corriger. Alors, dans ce cas, lorsque cette personne jouit de cette assistance-là, forcément, on aura une personne beaucoup plus améliorée, forcément. Donc, c'est pourquoi, par exemple, dans les pays comme les nôtres, on devrait davantage mettre sur pied on va appeler ça quoi, des cellules d'aide, d'assistance, parce qu'il y a des gens comme ça dans nos maisons. Parfois, ce sont nos propres enfants qui nous violentent verbalement. Moi, je reste dans le verbal au point où le parent se sent même obligé de quitter sa propre maison parce que tous les jours, il est violenté. Alors là, je ne parle pas de la violence physique, qui, elle, est encore plus grave parce qu'elle peut carrément conduire à ce que nous sommes en train de dire cet après-midi, un crime passionnel. Je voudrais juste compléter cette approche de Fanny pour dire que, véritablement, il y a des foyers. Lorsque vous y arrivez, vous êtes tétanisé par la banalisation
du discours de violence. Tu entends, je vais te tuer, je vais te casser la gueule, je vais te triper, imbécile, salaud, idiot, ainsi de suite. À longueur de journée. Hein. Et ça se fait au vu et au su des parents et c'est érigé comme un mode de comportement. Vous arrivez par contre dans certains foyers, d'autres foyers, vous êtes impressionné par la douceur, la tendresse, la convivialité dans l'expression qui font que la tempérance s'est établie ou règne là-bas en maître. Oui, la tolérance et tout ce que cela comporte. Donc, est-ce que c'est une question d'éducation aussi? C'est la question que j'allais justement vous poser. On peut parler d'éducation, c'est une question d'éducation? C'est une simple question d'éducation qui est à la fois l'héritage des parents. C'est-à-dire que les parents qui sont en fait garants de l'éducation à la base, à la maison, l'ont également hérité de quelque part. Bon, alors, s'ils ont hérité la violence et qu'ils l'ont traduit dans leur vie de couple, eh bien, ils vont le transmettre automatiquement à la descendance. Maintenant, nous savons que la majorité des ménages sont victimes d'agressions venant de l'extérieur. On a beau être sorti des couples et quand deux personnes décident de se mettre ensemble, il y a probablement, quand Maître Bondier allait chercher son épouse, il y a une question qu'il ne s'est pas posée. Dans la famille de son épouse, qu'est-ce qui régnait? Est-ce que c'était... c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément. On ne se pose pas. Ça y est, on banalise un peu, pourtant oui, on met ça de côté. Mais du coup, quand celle-là arrive à la maison, elle reproduit ce qu'elle a amené de l'autre côté. Vous avez tout fait, mais en fait, c'est... On n'agresse personne. Oui, non, je voudrais le tranquilliser pour dire effectivement ce qu'il dit est d'importance. Et c'est sur ça que nos sociétés traditionnelles se fondaient. Parce qu'en fait, des épouses étaient choisies par la famille. C'est-à-dire qu'on suivait une femme. Parfois, on savait que la femme, cette fille-là, c'est de bonnes familles. Elle fait ceci, elle fait cela. Aujourd'hui, vous nous avez apporté l'individualisme, les droits de l'homme, qui font que vous choisissez votre femme comme vous voulez. Le modernisme. Mais je voudrais revenir sur le débat de tout à l'heure pour dire que, effectivement, la violence n'est pas que physique. Elle n'est pas qu'expressive. Il y a même une violence silencieuse. Cette épouse-là qui ne vous dit rien, qui vous tourne le dos, qui vous rend la vie dure. Mais qui vous rend la vie dure. Voilà. Peut pousser à un crime passionnel. Et généralement, quand vous regardez même ceux qui poussent le bouchon très vite, ce n'est pas toujours des va-t-en-guerre. Parfois, ce n'est pas toujours des va-t-en-guerre. C'est des gens d'un silence parfois inquiétant, qui ne parlent jamais, qui acceptent tout. Et aujourd'hui, vous avez un phénomène qui me semble être partagé par tous. Je t'aime à mourir. Si tu ne vis plus vraiment, le soleil là va s'arrêter. Si tu me laisses, vraiment, toi, c'est toi. Et beaucoup de gens se complaisent dans ça. Ils se disent que vraiment, ça veut dire... Maître Bondier, on appelle ça le romantisme. Oui, mais c'est de votre époque, ça. Oui, mais je voudrais aborder ces phénomènes pour dire, lorsque quelqu'un vous dit « je vous aime à mourir », je vous idolâtre, vraiment, sans vous, ma vie n'est rien. Attention. Il faut qu'on se méfie, c'est ça? On doit faire attention. À un moment donné, il est sérieux. Et quand vous allez d'un coup de tête lui dire qu'on ne peut plus rester ensemble, vous pouvez le pousser à être... Vous effrayez beaucoup de téléspectateurs. Non, je ne ferai pas. Parce que c'est des mots courants. Ma vie n'a plus de sens. Ce qui se passe tous les jours. Je t'aime à mourir. Il faut qu'on s'inquiète. Pour la forme. Je dis, d'autres le disent sincèrement. C'est-à-dire que... C'est des paroles à ne pas prendre à la légère. Oui, bien sûr, parce que parfois, ils y mettent tout leur cœur. Et de telle sorte que si un jour vous venez lui dire, monsieur, vraiment, vous êtes trop vieux, là. Monsieur Somo, vraiment, c'est passé. C'est passé, vous avez passé. Alors, il va se demander, attends, c'est pas passé. Moi, vous êtes le soleil de ma vie. Comment vous allez aller briller ailleurs alors que j'ai besoin? Et ça peut pousser à un crime passionnel. Donc, il faut se dire aujourd'hui que tout est à prendre en compte. Tout à l'heure, là, vous vous êtes arrêté sur l'éducation, c'est vrai. Et j'ai admiré un peu la criminologie qu'il a eu à déteindre, on l'a vu sur le plan pénal. Comment on arrive à reconnaître un criminel. Il y a l'aspect physique. C'est pour cela d'ailleurs que dans d'autres sociétés qui ont les moyens, on fait des études profondes. On parle chez nous de l'étude de la personnalité du délinquant. C'est-à-dire on veut savoir effectivement qui est ce monsieur. On va faire parfois des études sur votre parcours scolaire.
Il y a des gens qui, dans les salles de classe, passent tout leur temps à piquer les autres avec les bics. Par exemple, d'autres utilisent des lames rasoirs pour résoudre leurs problèmes. D'autres, c'est des coups de poing. Donc, tout ce passé-là peut faire de vous un monstre. Il y a des familles ici aujourd'hui où bagarrer auprès de leurs enfants, c'est devenu un jeu quotidien. Ils se donnent des coups de poing, ils s'insultent. Juste une parenthèse, juste une parenthèse, c'est-à-dire que tu dis, ils passent le temps à se bagarrer. Le drame se situe où, c'est-à-dire que papa et maman se bagarrent, il est 20h. Ils sont en train de se bagarrer de coups de poing, mais 10 minutes plus tard, vous allez courir dans leur chambre, tout est calme. Mais l'enfant, lui, il a incurgité. Pour lui, c'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Et donc, vous voyez, cette fille qui a été martyrisée par les coups de poing de son père par rapport à sa mère, quand elle va se dire dans la tête, moi, je ne voudrais pas un jour que mon mari porte la main sur moi. Par exemple. Et donc, le jour où le mari va porter la main, si le couteau est à côté, ça peut arriver. Et c'est un crime passionnel qui arrive. Donc, tout part, à mon sens, sur le développement personnel de chacun, par l'éducation qu'il reçoit au sein de sa propre famille, mais aussi la société a une grande responsabilité. Vous avez aujourd'hui, j'en termine par là, le cas de Pistorius, qui a tué sa femme. Vous savez qu'on a commis effectivement une expertise. On a commis une expertise pour voir si psychologiquement il est normal. Bon, c'est vrai que dans nos sociétés, on n'a même pas de médecin psychiatre qui peut faire le travail. Peut-être qu'on va requérir les services de professeur Somo, qui est à cheval dans ce domaine. Parce qu'effectivement, comme on l'indique, il n'y a pas de personnes réservées pour des crimes. Nous tous, nous sommes exposés à ces jeux. Et donc, il faut voir quels sont les mécanismes, effectivement. Maître Bondier a relevé quelque chose de très important tout à l'heure. Généralement, les personnes qui passent à l'acte, c'est des personnes silencieuses, qui généralement ne préviennent même pas. Généralement, quand on est face à un crime passionnel, les commentaires qu'on entend autour, c'était quelqu'un de très calme, très posé, très respectueux. On ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait faire une chose pareille. Est-ce qu'il y a, M. Somo, un prototype de personnes disposées à poser de tels actes? Oui, le profil. Les personnes, par exemple, silencieuses, qui ne parlent pas beaucoup, comme l'a dit Maître Bondier tout à l'heure. Maître Bondier l'a très bien précisé. Et là, c'était pour nous ramener vraiment à cet aspect des choses. C'est-à-dire que le criminel, comme Fanny disait, n'est pas forcément la personne qu'on voit excitée et tout ça. N'est même pas forcément la personne violente. Oui, le tigre. Le tigre est l'animal le plus doux et le plus posé. Quand il s'endort, le lion, on n'a pas l'impression que celui-là peut tuer une mouche. Mais attention, lorsque ses instincts reviennent, il exprime toute la dimension de sa violence. Cela est vrai pour tout être humain. S'il y a des personnes dont il faut s'en méfier véritablement, c'est ces personnes calmes qui ne disent absolument rien, quel que soit. C'est des personnes passives à la limite. Des personnes qui ne réagissent même jamais. Qui n'ont aucune réaction. Ils sont impassibles face, quelle que soit la gravité de la situation. Ces personnes, il y a des personnes qui sont dites introvertis, il y a des personnes qui sont dites extraverties. Alors, le profil des personnes introverties, c'est ces personnes en réalité dont toute la vie est intériorisée. Et les personnes extraverties expriment toutes leurs émotions, tout ce qu'ils ressentent, et par conséquent peuvent être prévisibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut se méfier des personnes qui ne disent rien, mais celles qui disent tout le temps « je vais faire ci, je vais faire ça », c'est des personnes en réalité qui n'agissent même pas. Celles qui ne disent rien, c'est des personnes dont il faut avoir peur. Quand on dit que c'est des personnes qui n'agissent pas, c'est que il y a une certaine possibilité de prévisibilité. De prévoir les actes. C'est-à-dire que si vous avez votre petit copain qui tout le temps dit « je vais vous tuer, si un jour j'apprends que vous avez fait ceci, je vais faire cela ». D'une façon ou d'une autre, même de façon inconsciente, vous prenez un certain nombre de dispositions. Parfois, j'ai un petit cousin, un petit ami, l'autre jour, un ami, pas un petit ami. Vous m'avez fait peur, M. Saumon, oui. J'allais vous demander un petit ami. C'est un petit frère, voilà. Un petit frère, c'est que je voulais dire que ça. Société moderne oblige, qui a des problèmes sérieux avec sa fiancée, pour une raison toute simple. C'est qu'à un moment donné, sa fiancée lui a renvoyé un message dans lequel il disait ta vie dépend de moi, si tu essaies ceci, attention, il y a ceci qui pourrait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie ce message à 1, 2, 3 tiers. Tu sens que elle est en train de prendre un certain nombre de dispositions. Et lorsque l'occasion se présente, elle ne manque pas de dire à son copain
n'est-ce pas la dernière fois tu avais dit que... Alors moi, j'ai déjà pris mes dispositions. Donc ça a une force d'annihiler l'intention véritable. Tandis que ce tueur silencieux est celui qui est calme et posé, mais qui mijote totalement son acte à l'intérieur de lui-même. Et par conséquent, ne donne pas à ceux qui sont autour de lui la possibilité qu'un jour cela soit, qu'on anticipe la possibilité de prévoir l'acte. La possibilité locale. Forcément, que ce soit un être extraverti, que ce soit un être introverti, tous les hommes développent une vie. Et la différence entre les deux, c'est que chez l'un, on peut prévoir et chez l'autre, on ne prévoit pas. Et celui chez qui on ne peut pas prévoir, celui-là représente un véritable danger pour la société. D'où la nécessité dans les couples d'un dialogue. Le dialogue est la partie visible qui permet justement de voir ça. Toujours discuter avec son partenaire, ça vous permet à quelquefois de sortir de lui ce qu'il a à l'intérieur. Parce que si vous restez calme, si vous vous dites, comme il ne me parle pas, moi aussi je vais me calmer, vous êtes en train de développer entre vous des réactions qui, à un moment donné, c'est un peu comme le magma. Pour un volcan qui est éteint, il y a un mouvement à l'intérieur qui ne fait que bouillir. Et le jour où ça explose, il n'y a plus moyen. Alors que si vous provoquez la discussion, même pour quelqu'un qui ne parle pas, il n'est pas exclu qu'il discute avec vous si vous prenez l'initiative. Et à partir de cet instant-là, vous pouvez décider, parce que je l'ai toujours dit, des conjoints se connaissent. Et les actes que chacun d'eux pose peut être facilement interprété par l'autre. Parce que dans la vie commune, vous finissez par, si vous vous aimez bien sûr, par devenir une personne. Dans l'unicité dont on parle. Et donc il faut, moi je pense, il faut beaucoup discourir, il faut beaucoup converser pour essayer d'annihiler ces problèmes. Fanny Maton. Ah oui, je voulais juste rappeler un peu, on dit souvent dans le langage populaire, local mais profond, pour revenir justement à cet exemple qui a été pris ici. Effectivement, des personnes qui ne parlent pas ne sont pas forcément dangereuses aussi, mais il y en a qui sont foncièrement dangereuses. Et comme il a dit, avec ces personnes, on ne sait pas prévoir. On ne sait pas prévoir et... il y en a qui, à cause de ce silence, qui n'est pas forcément mauvais, qui n'est pas forcément un moment où on est en train de concocter des choses pour pouvoir frapper, ce silence a souvent coûté cher à certaines personnes. Parce que moi, j'ai vu des gens, par exemple, en entreprise, qui ne parlent pas, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et puis, du coup, la hiérarchie s'inquiète parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que cette personne va faire. Et un jour, on vous dit, écoutez, pour 6 à du mois, on trouve une raison et puis vous perdez votre boulot, simplement parce que vous ne parlez pas. Dans le couple, il faut davantage, comme a dit Maître, provoquer. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des gens qui sont naturellement amorphes. Ah, très bien. Ça, vous m'avez pris l'expression, amorphe. Oui. Des poltrons amorphes. Voilà. Si vous ne provoquez même dans pas le couple, la discussion... Parce qu'avec la personne avec laquelle on partage sa vie, vous ne parlerez jamais. Imaginez, il y a des gens qui viennent chez vous, par exemple, où vous allez chez cette personne rendre visite, mais... vous êtes abandonné, vous êtes seul, personne ne vous parle. Si vous ne dites rien, ils ne disent rien. Donc, c'était juste pour ajouter un peu. Oui, et justement pour compléter, parce que ce qu'elle a dit est tellement vrai que ça me fait l'occasion de préciser que ces personnes, des poltrons et des amorphes, peuvent parfois ne pas être un danger pour autrui, mais beaucoup plus un danger par rapport à eux-mêmes. Parce que dans la notion de crime, ne voyons pas toujours tuer l'autre, la victime. C'est-à-dire que ces personnes peuvent, dans le cadre des, comment on appelle, Maître Bondier, quand on se tue, un homicide, un suicide, voilà. Un suicide. Ou alors même tuer l'être aimé et puis se tuer ensuite. Voilà. Le suicide n'est ni plus ni moins qu'un crime passionnel. C'est-à-dire que... Mais je voudrais vous aider en une minute. En fait, ces personnes se considèrent comme victimes. C'est-à-dire qu'ils tuent parce qu'ils se sentent victimes de quelque chose. Tout à fait. Mais l'inverse, c'est qu'on voit son acte au moment où il le fait, mais on n'a pas eu tout le film d'avant-acte. C'est pour ça qu'on le considère comme plutôt acteur, criminel, alors que lui, il a subi, et il s'est dit, maintenant, je répare. Mais peu importe la raison, aucune raison ne peut justifier un crime quand même. Je crois qu'on est tous d'accord. On va prendre le box pop, monsieur le réalisateur Ingando. Si c'est prêt, nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue si le thème qui nous réunit ici cet après-midi,
Je vous propose de suivre cet élément, les réactions, et nous on se retrouve juste après le Vox Pop. À mon avis, un crime passionnel est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, est condamnable. Oui, parce qu'on ne peut pas tuer par amour. Il n'y a pas de raison d'éliminer une personne, parce que chaque être a le droit de vivre, quelles qu'en soient ses qualités et ses défauts, comme tout le monde. Tout dépend d'abord du début, parce que ça dépend d'abord du futur, du passé de tout un chacun. Il se pourrait que peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose, peut-être comme par exemple vous voyez dans les films, l'acteur se venge par rapport à son père qu'on a tué auparavant là. Donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez un peu, hein? Donc ça dépend du passé de tout un chacun. Ça n'a vraiment pas de sens de tuer par amour. Pourquoi se supprimer la vie? Il y a beaucoup d'autres femmes. Il y a beaucoup d'autres femmes et puis bon, le tout c'est d'avancer, savoir tomber et se relever et avancer. Déjà, je ne crois pas en l'amour comme étant un torrent émotionnel qui peut emporter les hommes à faire les choses sans réfléchir. Bon, à partir de cet instant, on ne devrait pas tuer par amour. On ne devrait pas tuer tout simplement, quoi. Bon, par amour aussi, aimer ça fait faire des folies, mais non, on ne devrait pas tuer par amour. En termes d'amour, il faut toujours se réconcilier et trouver des solutions de telle manière à ne pas verser du sang. Moi, je trouve ça insensé. Hein. Il faut souvent savoir maîtriser sa colère et après la colère passe. Vous savez, le monde a été fait de manière que il y a certains qui tuent par amour, ce que je condamne. Il ne faut pas tuer parce que si tu aimes réellement, il ne faut pas tuer. Bon, même quand la femme s'en va ou la femme te déçoit, bon, remets tout ça entre les mains de Dieu, et puisque tu n'es pas né avec elle, tu peux te démerder, tu peux trouver une autre. Pourquoi se tuer, hein, les crimes passionnels. Bon, moi, vraiment, je classe ça au dernier plan de la vie. L'amour ne justifie pas le crime, c'est tout ce que je connais. Ça dépend de l'humeur de tout un chacun. C'est-à-dire quand l'acte se présente à l'instant T, si on peut parvenir à se retenir. Mais dans le sens normal, on ne doit pas tuer pour ça. Je ne crois pas que pour peu qu'on soit déçu pour une femme avec des millions et des milliers de femmes qui se trouvent dehors, on peut se chercher une autre. On peut laisser celle-là aller avec la personne qu'elle a choisie et aller avec une nouvelle personne. Il y a forcément des personnes qui peuvent nous comprendre dehors. Mais quand tu parles amour, ça doit être une déception. Ouais, et sûrement que la confiance, quand par exemple, c'est une forme de trahison. Voilà, et la trahison, ça dépend je peux dire, de celui qui est trahi ou bien est cocu, parce que de sa mentalité. Il y a d'autres qui n'acceptent, qui peuvent ne pas tuer. Peut-être, si c'est peut-être un mariage, il y a peut-être un divorce. Bon, ça dépend. Vous voyez les scènes de jalousie et puis le fait de ne pas pouvoir contrôler nos émotions peuvent nous pousser à mener à faire certaines choses, quoi. Vous voyez les scènes de jalousie, le fait de ne pas pouvoir contrôler nos émotions peuvent nous pousser à... Voilà. Retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Fanny Matombe. Je pense que beaucoup ont un peu abordé dans le même sens que nous ici, bien qu'on ne se soit pas concerté. Parce que, quoi qu'on dise, il reste toujours que personne n'a le droit de ôter la vie à l'autre individu, quelles que soient les raisons. Voilà, donc je crois que c'est des choses qui relèvent d'un autre domaine, qui n'est pas de celui de l'humain. Et je crois que c'est pour ça qu'il existe des lois, pour justement condamner ces personnes-là qui posent de tels actes. On n'a jamais vu un seul crime passionnel, un seul criminel de la passion, si je peux dire ça comme ça, par passion, voilà, rentrer chez lui sans la moindre condamnation. Oui, il y a des allègements, encore que de l'autre côté, on essaye un peu plus de comprendre, parce que justement, ils ont aussi mis en place des outils leur permettant de trouver le maximum d'informations ou alors d'explications sur les mobiles du crime qui a été commis. Contrairement à nous ici, où parfois on se limite à demander aux témoins qui étaient là, ou alors ou au premier à arriver sur la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ce n'est pas toujours des personnes fiables. Oui, monsieur Somo. Il y a ce qu'on appelle, Audrey, un effort de compréhension de l'acte criminel et non une volonté réelle de dire ce qu'il a fait est bien et il faut l'admettre comme tel.
J'insiste là-dessus parce que si on évoque des notions comme les circonstances atténuantes, pour parler comme chez les maîtres Bondier, si il faut trouver une explication dans l'histoire psychologique et affective de chaque individu, le dénominateur commun reste et demeure que toute suppression d'une vie est un acte répréhensible, un acte qui en soi ne peut pas être pardonné. Bon, seulement voilà, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est la question que nous devrons nous poser, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'encourager véritablement, n'est-ce pas, le crime? Le crime, lorsque les hommes, les juges, ont pensé qu'on devrait à un moment donné essayer de comprendre, j'ai dit même essayer de comprendre un acte criminel. C'est vrai que l'acte passionnel est l'acte fondateur de la vie humaine, du contraste de la vie humaine qui dit que le bon doit toujours côtoyer le mauvais, hein, le mal et le bien doivent toujours coexister. Là, le mal ici, c'est l'acte criminel. Et le bien ici, c'est la volonté de comprendre ce que celui-là a fait et d'atténuer la sanction qui doit lui être... Oui, des excuses qui doivent lui être affichées. Je crois que l'humanité a sombré totalement dans une forme d'hérésie scientifique qui voudrait qu'on cherche à justifier tout, même parfois l'injustifiable. Il serait intéressant que la société rentre dans ses fondamentaux traditionnalistes et qu'on essaye d'éviter tout effort de compréhension d'un acte criminel, quel que soit le mobile. Quel que soit le mobile. Un crime reste un crime. Un crime passionnel. Un crime passionnel. Je parle du crime passionnel. Parce que quand c'est ce que la passion implique... Fanny, c'est parce qu'on a mis le mot passion. Maître Bondier est d'accord avec moi que si on dit le crime... Non, le crime tout court, je suis d'accord. Un crime pourquoi le mot passionnel vient apporter le débat? Peut-on parler de passion justement dans un crime? Un crime, c'est un crime. Est-ce qu'on devrait parler de passion? On parle de passionnel, on parle même de crime parfait. C'est-à-dire que quand on parle de crime passionnel, on parle de crime parfait. Parce qu'on se dit c'est un crime bien réalisé. En fait, ici, on a même du mal à voir qui est la victime et qui est l'auteur de ce crime. Mais moi, je pense que quand je suivais votre Vox Pop tout à l'heure et quand j'entends mes companélistes intervenir, j'ai l'impression aussi que nous sommes beaucoup plus à la phase répressive de ce qui est arrivé. Moi, je pense que quand on veut soigner un mal, il faut aller aux racines. À la source. À la source. On a eu des cas ici, parce qu'on peut aussi croire que c'est des laissés pour compte. C'est-à-dire que ceux qui ont été maltraités dans leur enfance, ou ceux qui n'ont pas de bons emplois, ou ceux qui n'ont pas de femmes, ceci, qui ont ces crimes. C'est faux. On a eu, dans le cadre de notre ville ici à Douala, un commissaire de police qui a assassiné, pas sa femme, parce qu'il était fiancé, je crois, fiancé ou marié, mais sa copine. Et il s'est tué. On a eu des cas ici où un grand de l'armée, on ne cite pas les noms des contemporains, quelqu'un qui était même réputé dans l'éradication justement des grands criminels, qui a été victime chez lui, et on a trouvé un mort sous le prétexte ou sous le vocable de ce que celui-là entretenait des relations avec sa femme. On vient de subir un autre fait à Yaoundé où ce monsieur officier de police n'est pas officier de police au Cameroun qui veut. Il avait quand même une belle vision. Et cette dame qui était au crédit foncier, donc gagnait naturellement sa vie, il y a eu un crime passionnel. Donc il y a quelque chose de fondamental dans ce qui arrive à tous ces gens-là qu'il faut pointer du doigt. Et moi je pense que c'est là où il faut mettre fort. La théorie philosophique, nous tous nous savons que tuer n'est pas bien, c'est inscrit dans la Bible. Il ne faut pas tuer l'autre. Mais pourquoi on arrive à tuer? Pourquoi les gens, malgré leur état, malgré leur conscience, je suis sûr que c'était même des religieux, c'est-à-dire que des gens qui allaient à la messe tous les dimanches, mais pourquoi ils ont franchi cette étape? C'est la question où tous les spécialistes devraient, si on était dans un pays au regard multiple, devraient se pencher dessus pour dire qu'il y a un phénomène qui a envahi notre état comme les AVC aujourd'hui, où les médecins devraient s'asseoir pour voir est-ce que ce n'est pas dû, par exemple, à la consommation permanente que la population subit. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas quand un phénomène prend de l'ampleur. Bon, donc, à mon sens, je revenais dessus pour dire que l'une des solutions, effectivement, il faut que des spécialistes s'asseyent pour examiner. Est-ce que ce n'est pas notre système éducatif? Ou comme je disais là tout à l'heure, le palapala, c'est-à-dire que je t'aime à mourir,
jusqu'à ce qu'un jour, on dit, OK, je vais mourir parce que je t'aime. Il faudrait qu'on revoie. Non, maître, si tu permets, hein, il y a quand même quelque chose qui m'embête là-dedans, c'est que c'est bien. Avant de revenir à vous, sans vouloir vous couper, on va juste rappeler qu'il est 14h, passé même de quelques minutes. Donc, vous avez la possibilité de nous joindre par téléphone, apporter votre contribution à ce débat. Le numéro de téléphone s'affiche juste au bas de vos écrans. Monsieur Somo. Non, oui, exactement. Je voulais dire que c'est bien, il faut qu'on essaye de combattre le mal par sa racine. Et pour combattre le mal par la racine, il s'agit de comprendre. Et là, les spécialistes, à tout niveau, ils devraient se mettre ensemble pour dire s'il a tué, ne nous limitons pas dans une approche mécanique, c'est-à-dire voici la sanction appropriée. C'est un meurtre, une sanction. Il faut comprendre. La compréhension, elle, et ça va surprendre plus d'un qui pense que cela vient de la bouche d'un psychologue, je dis, la compréhension, elle, ne doit pas être une excuse suffisante pour atténuer la sanction qui est appropriée. Parce que justement, c'est là où tout le monde se cache. C'est là où tout le monde se cache. C'est-à-dire que vous, avocat Maître Bondier, je parle sous votre contrôle, vous poussez des personnes qui ont posé un crime à dire que ce crime est passionnel. Alors, parce qu'on sait ce que ça va entraîner plus tard. On a peut-être quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on a un téléspectateur en ligne ou une téléspectatrice? Allô? On a quelqu'un en ligne? Bon après-midi, quelques petits soucis apparemment. Le téléphone reste ouvert, le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Donc revenez-nous, voilà, dès que possible. Monsieur Somo avait terminé. Oui, je vais terminer en disant que, sincèrement, je crois qu'il y a comme une volonté d'encourager le crime sous la farce de passionnel. Parce que le concept passionnel vient changer tout. Dès qu'on est devant les tribunaux, on cherche à masquer parfois un crime établi en un crime passionnel. En fait, on ne devrait même pas parler, selon vous, de crime passionnel, on devrait parler de crime tout simplement. Devrait être un crime, même si les spécialistes peuvent l'expliquer en dessous comme étant un crime passionnel. Je voudrais apporter peut-être un petit élément, Monsieur Somo. En fait... Allô, bonjour. Alors, on va prendre le téléspectateur, ensuite on revient à vous. Allô, bon après-midi. Zingangula. Oui, allô, bonjour, bonjour à tous, c'est Zingangula, effectivement. Bonjour à tous les deux femmes du plateau et bonne fête de mer à Sani Matop et à toi aussi, frère. Merci beaucoup. Et bonjour à tous les deux messieurs également, on ne va pas les oublier, dans une semaine, ça sera la fête des messieurs. Bien sûr, sauf qu'on a Rodam aujourd'hui, demain c'est la fête des mères, on ne parle pas des messieurs. Oui. Tout à fait. Alors, peut-on prévenir le crime passionnel, un peu comme si on se posait la question de savoir s'il est possible de prévenir l'instinct intentionnel qui peut, à un moment donné, animer une personne, suivant certaines circonstances précises. Et Maître Bondier ne me contredira pas sur ce point. Il est légalement interdit de préjuger sur les intentions ou alors les présomptions d'intention que peuvent avoir des individus, ceci au risque de s'attaquer aux libertés individuelles constitutionnellement reconnues dans un pays qui se veut organisé. Même comme sur base, par exemple, du dialogue social, il est possible d'envisager une approche de prévention de ces intentions ou présomptions d'intentions qui peuvent se résumer en un ensemble d'attitudes et de signes prémonitoires tels que les violences conjugales répétées qui prédisposent au crime passionnel. Mais j'aimerais aussi préciser ici que, à y voir de près, les crimes fratricides et même des génocides revêtent parfois un caractère de crime passionnel. C'est l'expérience pour l'approuver. Mais toutefois, lorsqu'on se réfère à certaines statistiques établies par le monde, les femmes sont des victimes évidentes et directes des crimes passionnels. Si l'on ne se borne qu'à la prise en considération du crime passionnel dans son pendant, découlant des relations sentimentales et amoureuses. Voilà. Mais en cela, moi, je dirais alors, à mon humble avis, en guise de solution à la prévention des crimes passionnels, qu'il devrait y avoir, dans un contexte social aussi difficile et tendu que celui du Cameroun, un travail de conscientisation de fond au niveau des femmes. Puisque la réalité des récents crimes passionnels qui ont défrayé la chronique au Cameroun montre que les femmes victimes concernées n'ignoraient pas les intentions et surtout les prédispositions mentales de leurs assassins qui n'étaient pas aussi des individus calmes et sournois.
Ça sera tout pour ma contribution ce week-end. Qu'est-ce qu'on va dire? Encore très bonne fête des mères. Merci beaucoup, Zingangula. Merci pour cette intervention. Hein. Maître Bondier avait la parole. Je crois qu'il a entièrement raison, parce que l'appréhension, je voulais l'expliquer tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, pour dire qu'on ne condamne pas la pensée criminelle, c'est-à-dire que quand on pense faire quelque chose, tout le monde, tout au moins, a eu à un moment donné à penser faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas condamné par nos textes. La résolution même n'est pas condamnée par nos textes. On commence à te regarder à partir de ce qu'on appelle le commencement d'exécution. Quand vous commencez déjà l'exécution, là, la loi pénale vous appréhende. Mais il y a quand même une excursion que notre loi a permise de faire, c'est ce qu'on appelle l'engagement préventif. Lorsque vous redoutez que quelqu'un puisse accomplir ou commettre une infraction, vous pouvez amener cette personne en engagement préventif. Ne serait-ce que pour qu'on lui rappelle que nous sommes au courant de ce que tu envisages de faire, mais attention, si tu le fais, voilà ce que tu as en cours. Maintenant, pour revenir et dire que, effectivement, l'article 114 du Code pénal, qui est un article central, selon lequel aucune infraction ne peut être constituée s'il n'y a pas eu l'intention volontaire de commettre le crime. Et c'est là où tout se joue. Est-ce qu'on a eu vraiment l'intention, la volonté ferme de commettre le crime, sans oublier qu'en cas de préméditation, c'est un cas aggravant du meurtre qui constitue l'assassinat. C'est-à-dire que j'ai réfléchi comment faire pour assassiner tel par empoisonnement ou par autre chose. Donc, à partir de cet instant, on s'est dit, le crime passionnel, parfois on le commet sur le fait. C'est-à-dire que je trouve brutalement ma femme aux mains d'un monsieur, je n'ai pas le temps de réfléchir, et j'utilise les armes que j'ai là, c'est parti. Et donc, à ce moment-là, on s'interroge quand même. Alors, sur le plan pénal. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Allô? Oui, Ruben Francis? Oui, Ruben Francis, bon après-midi. Je salue tout le monde qui est sur le plateau. Monsieur Bondier, monsieur Thomas qui revient, Annie. Oui. Une histoire encore ce samedi. Vous êtes concerné une fois de plus par le thème, Ruben Francis. Aujourd'hui m'intéresse beaucoup, comme d'habitude. Oui. Parce que non seulement ça me rappelle mon secondaire avec les œuvres classiques du site. Là, je ne sais pas si vous avez lu de Corneille. Oui. Moi, je l'ai lu. Hein. Moi, je l'ai lu. Maître Bondier, il était encore trop jeune. Il n'est pas sûr. Hein. Oui. Maître Bondier était trop jeune pour ça. On vous écoute, Ruben Francis, oui. Voilà. Bien, je voudrais savoir, dans un premier temps, lorsqu'on parle de crimes passionnels, il y a amour à la base, un amour profond. Donc, est-ce que deux amoureux qui décident à un moment donné de mourir ensemble, c'est-à-dire de mettre fin à leur jour ensemble, peut être considéré comme un crime passionnel. Et qu'est-ce que dit la loi dans ce cas? Ça, c'est dans un premier temps. Et ce que je voulais aussi vous demander, c'est de constater, après mes recherches, que la plupart des crimes passionnels commis au Cameroun sont c'est pas des zones d'armée. Est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un problème à la base? Donc voilà les deux questions que j'avais à vous poser. Voilà, merci beaucoup, Ruben Francis. Aujourd'hui, il n'est pas concerné par notre thème. Je croyais qu'il allait encore nous sortir une histoire congolaise, une histoire personnelle. Il nous a posé des questions cet après-midi et on va se charger de répondre. Alors, la première question, si je me souviens bien, alors, est-ce que quand deux personnes décident de mettre fin à leur jour ensemble, est-ce qu'on peut qualifier cet acte-là de crime passionnel? Oui, nous avons défini le crime passionnel tout à l'heure, de meurtre ou tentative de meurtre. On ne peut pas parler de meurtre quand vous vous tuez vous-même. On est dans le cas du suicide. À l'état actuel de notre législation, le suicide n'est pas condamné. C'est vrai que dans nos sociétés traditionnelles, le suicide était condamné. Parfois, le cadavre était jeté dans la forêt maudite. Parfois, on confisquait un certain nombre de biens. Parfois. Mais à l'état de notre législation, aujourd'hui, le suicide n'est pas... il faut que ce soit un meurtre. Et le meurtre, c'est quoi? C'est le fait de donner la mort à autrui. Il faut que la personne soit vivante au moment où vous tuez la personne. Si vous trouvez une personne morte et vous tirez sur la personne, vous ne l'avez pas tuée, ce n'est pas un meurtre. Vous tuez quelqu'un qui est en vie. Et donc, si les deux se décident de mourir et que l'un prend l'arme,
il tire au moment où l'autre aussi tire, il y a effectivement crime passionnel. C'est-à-dire que l'un a tué l'autre, l'autre a tué. Complicité, il y a crime passionnel, mais vous savez que quand vous êtes mort, l'action publique s'arrête. Et donc il va rester peut-être l'action civile si éventuellement il y a des personnes qui ont intérêt à ce que la succession, les héritiers... Mais il y a un élément que je voudrais rajouter là-dessus par rapport au développement de Maître Bondier, c'est que dans le cadre de certaines églises, nous avons vu certaines églises où les gens se sont immolés ensemble dans une maison. En fait, dans ce cas, c'est un suicide. Ce n'est pas un suicide collectif. Pourquoi? D'accord, bon, peut-être. C'est pas un suicide collectif. Mais moi, je croyais beaucoup que c'était un suicide collectif. Non, pas du tout. C'est pas un suicide collectif parce qu'effectivement, il y a un gourou. Il y a quelqu'un qui a créé l'église et qui a mis des conditions qui ont poussé les gens à se... Est-ce qu'on devrait donc lui imputer la responsabilité? C'est lui le responsable, effectivement. C'est lui. Moi, j'aimerais qu'on revienne au thème, au crime passionnel. Et puis à la deuxième question que Ruben, notre ami Ruben Francis nous a posée, il a remarqué que la plupart, quand on parle de crime passionnel, les hommes en tenue sont la plupart du temps concernés. Merci pour cette question parce que je n'ai pas en fait eu le courage de la poser depuis le début de l'émission. Oui, bon, mais si vous voulez, moi je pense que c'est la facilité que ces gens ont à commettre le crime. C'est l'arme. L'arme, vous savez, avec l'arme, c'est facile de partir. Si vous devez tuer une personne avec les mains, il faut être suffisamment fort et très résolu. Si vous devez tuer avec le couteau, il faut bien savoir par où le couteau va tuer immédiatement. Donc les personnes veulent... La personne veut en finir. Et lorsque vous voulez en finir... Maître, on va prendre... Vous êtes bien sur STV. Vous êtes en direct. Vous et moi, c'est l'émission. Oui, je voudrais participer à l'émission. Je suis M. Tuissé Patrice de Garoua. Oui. On vous écoute. Oui, je voudrais participer à l'émission. Je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Par rapport au crime passionnel. Là. Oui. Oui. Je voudrais comprendre, parce que dans l'enfance, on a eu un aîné au village qui, à 5 ans, a tenté de se suicider. Alors, on a essayé de l'interrompre. Mais à 40 ans, il s'est suicidé, il s'est pendu. Elle atteint 40 ans. Je voulais comprendre donc, M. Somo, qui nous dit, lorsque doit-on négliger quelqu'un qui donne déjà des signes? Vous voyez, à 5 ans, quelqu'un qui a tenté de se pendre, on a intercepté, mais quand il a atteint 40 ans, il s'est effectivement suicidé. Et puis, je voudrais comprendre, M. Somo, je suis M. Tuissé de Garoua, anesthésiste réanimateur. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Somo va essayer de répondre à votre question. Oui. Oui, ici, nous sommes dans un cas... C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un crime passionnel, mais bon, on va quand même répondre à la question du téléspectateur. Ça me paraît quand même un cas classique qui n'est pas brutalement survenu parce que quelqu'un, sur un ensemble de faits contextuels, a décidé de mettre un terme à ses jours. Il y a une histoire par rapport à cet individu et cette histoire, elle ne commence pas à 5 ans, au moment où pour la première fois il tente de se suicider. Si à 5 ans, mais comment à 5 ans on peut vouloir se suicider? Oui, à 5 ans, on a un enfant. À 5 ans, il n'y a pas totalement une maturation psychologique de l'individu. On peut penser qu'au niveau de sa personnalité, il y a un certain nombre de facteurs qui l'ont amené faire ce qu'on appelle un rejet ou une banalisation de l'existence de sa propre vie. L'acte qu'il essaie de poser à 5 ans n'est pas un acte totalement conscient. C'est un acte qu'il essaie de poser parce que quelque part, au niveau des processus affectifs ou des mécanismes affectifs qu'il a subis, il y a un certain nombre de conflits qui se sont structurés dans sa personnalité infantile. Peut-être a-t-il vu quelque part, a-t-il été frustré au stade infantile de son développement parce que quelque chose lui a été refusé? Mais il faut quand même dire que M. Somo, à 5 ans, c'est un enfant. Est-ce qu'à 5 ans, un enfant pense comme ça? Est-ce qu'à 5 ans, un enfant réfléchit comme ça? Ça peut... Il y a, ça, je dis au niveau de la structuration de sa personnalité, cela est une approche d'explication, une première approche d'explication. C'est-à-dire que l'ensemble des choses qui se sont passées, pour parler très simplement, l'ensemble des choses qui se sont passées autour de lui, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, lui ont fait qu'à un moment donné, il ait des tendances à se suicider. Ça, c'est une première approche. Mais l'autre approche, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'approche génétique. C'est-à-dire que quelque part, il y a des personnes qui, dès la naissance, ont dans leur sang des chromosomes, appelons ça comme ça, des chromosomes de comportement
qui l'amène automatiquement vers des tendances suicidaires. Oui, on va couper court rapidement parce qu'il faut qu'on revienne à notre thème. Il demandait, faut-il se méfier, faut-il déjà faire attention à ce type de personnes, c'est-à-dire qu'à un enfant qui a 5 ans déjà a voulu se suicider. Les prémices à 5 ans, Audrey, les prémices à 5 ans étaient suffisantes. Pourquoi suffisamment attentifs? Dans des pays développés, ça, on aurait pris en charge immédiatement. C'est-à-dire dès lors qu'à 5 ans, dès qu'il a tenté de se suicider, on devrait non seulement essayer de comprendre l'environnement dans lequel il a grandi, mais on devait également le passer à certains tests qui devaient démontrer si il a des gènes qui le prédisposent à le faire plus tard. Voilà, on va prendre le téléspectateur en ligne. Allô, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Oui. Comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Savas. Je voudrais intervenir à votre débat là. On vous écoute. Oui, on vous écoute, monsieur. Je pense que la société actuelle a perdu certains repères. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. La société actuelle a perdu certains repères. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'on voit comment le monde évolue, les gens se sont perdus dans le mot liberté, alors qu'en réalité, la liberté, c'est lorsqu'on a harmonisé avec les principes de la vie, le respect de toute existence. Quand on prend l'article 3 des droits de l'homme qui dit « Chaque être humain a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Et je chute sur l'article 1 qui dit « Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de conscience et de raison. » Pour moi, le mot passionnel, c'est un mot qui couvre le crime. Aucun être humain ne peut avoir le droit de vie sur un autre être humain, peu importe le type de rapport. Et quand vous voyez, j'ai suivi vos interventions au débat, on parle d'amour. En réalité, les gens sont sujets à ce genre d'actes quand il n'y a pas amour, quand il y a la passion, parce que l'amour est un idéal. Ça, c'est de la passion. Les gens qui vivent dans les liens passionnels, ils n'ont pas une vision élevée de l'existence. Parce que quand il y a amour, on ne peut pas faire du sport quand il y a amour. C'est-à-dire qu'il y a la propension à protéger l'être aimé, à le soutenir, même lorsqu'il y a incompréhension. On peut arriver à des dialogues, on peut arriver à des échanges. Et je dis, la société africaine, à l'heure actuelle, doit faire très attention parce que ce qu'on copie de l'Occident, vous voyez les jeunes générations, copions ce qui est bien et laissons ce qui est mauvais. Parce que vous allez voir les comportements de beaucoup de jeunes. La touche de la société, la cellule de la société, c'est la famille. Les parents doivent communiquer avec les enfants. J'ai ma fille qui est amoureuse d'un jeune garçon. Je lui dis, écoute ma fille, ce garçon-là, il ne t'aime pas, il aime ton sexe. Parce que quand il y a amour, il y a idéal. Or, je dois être capable de lui dire, même s'il cassure, soit à même de lui dire non pour ne pas se retrouver face à certaines situations. Un jour, je dis, c'est un phénomène de société où les lois ont essayé de caresser dans le sens du poil les mauvaises pratiques. Ça, c'est contre les principes de l'existence, même le crime. La suppression de toute vie. Pour celui qui lit bien l'essence des droits de l'homme, doit comprendre que ça n'a aucun sens. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir appelés. On a envie de réagir. Oui, je voulais justement dire qu'il a fait l'apologie des textes, parce qu'il les a même cités. Mais à la fin, il m'a un peu déçu, parce que revenant sur un cas personnel, il s'est mis un peu à pilonner sur sa fille. C'est aussi la liberté de sa fille d'aimer une personne. Quitte à ce que lui soit conseillé, c'est-à-dire il donne des conseils à sa fille, que ma fille, tu vois, la vie c'est comme ça, mais c'est sa fille qui doit décider de ce qu'elle voudra. Surtout, Maître Mondé, qu'il donne un aspect important, c'est-à-dire autant il parle bien, n'est-ce pas, à un moment donné, lorsqu'il dit personne n'a le droit de faire X, autant quelque part, c'est quand même très, très difficile de démontrer que le jeune garçon qui dit être amoureux de sa fille est plus amoureux que le sexe. Comment tu le démontres? Comment tu le démontres? Comment tu le perçois? Il a certainement des preuves. Il ne le dit pas pour rien. Qu'est-ce qu'on en sait? Chacun a les preuves. J'aimerais avoir l'avis de Fanny Matomba à ce sujet. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le thème sur lequel nous sommes en train de débattre cet après-midi relève d'un domaine vraiment qui n'a rien à voir avec la loi,
qui n'a rien à voir avec les conventions sociales. On est dans un domaine, je ne sais pas, je n'ai pas peut-être le bon mot, mais il y a des pulsions qui interviennent. Il y a des choses que nous-mêmes, on les a en nous, mais on ne les maîtrise pas. Oui, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme quand on est amoureux. On ne décide pas d'être amoureux. Ça s'impose à nous. Et alors, je vois dans ces personnes-là, ces passionnés, comme ces amoureux-là. Et à un moment, ils se retrouvent dans des situations qu'ils ne maîtrisent plus. Donc, dire que ajouter passionnel à côté du crime, c'est essayer de... Non, moi, je ne perçois pas ça comme ça, simplement parce que, justement, dans les lois, on n'est pas entré dans l'intérieur des êtres pour voir aussi ce qui s'y passe et créer des lois qui vont dans ce sens-là. Ça n'existe nulle part. D'où donc... Des termes comme crime passionnel pour essayer d'entrer dans l'être et expliquer ou alors essayer de comprendre. Voilà. Le mobile. La preuve, il n'y a pas une seule société où on dit non, le crime passionnel, c'est compréhensible, celui qui l'a commis n'a pas droit à la sanction. Partout, il y a une sanction. Partout, il y a une sanction. Parce que sauf que la sanction est atténuée sur le fallacieux prétexte qu'il est un crime passionnel. Et c'est pourquoi, l'intervenant de tout à l'heure a très bien dégagé la différence qu'on devrait mettre entre l'amour et la passion. Parce que quelqu'un disait de la passion que c'est l'hypertrophie morbide d'un sentiment devenu incontrôlable et envahissant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu de toute sa personnalité, de toute sa rationalité lorsqu'on est englué et enveloppé par la passion. Ça, c'est mauvais. Oui. L'amour, c'est bien, mais la passion, c'est mauvais. Alors, on va prendre le téléspectateur en ligne. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Bon après-midi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, monsieur le réalisateur? Bonsoir. Bon après-midi, comment on vous appelle? Oui. Je m'appelle Patrick d'équipe orientée. D'accord, vous voulez apporter votre contribution à ce débat, on vous écoute. D'accord. Oui, on vous écoute, hein, vous êtes en direct, allez-y. Votre contribution à ce débat, vous voulez nous dire quelque chose par rapport au thème de cet après-midi? Vous voulez parler... Pardon? Vous êtes en direct, monsieur. On vous écoute. Allô? Vous êtes en direct. Allô? On vous écoute très bien, monsieur. Vous êtes en direct. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Est-ce qu'on a le téléspectateur en ligne? Voilà, petit souci avec cet appel, hein, il peut revenir. On a encore quelques minutes devant nous, c'est vrai qu'on tire vers la fin de cette émission, mais il peut revenir, le numéro de téléphone reste affiché au bas de vos écrans. Donc je crois qu'on aura encore le temps de le prendre. Monsieur Somo avait la parole. En fait, j'étais en train de faire une précision justement à sa suite pour dire que là, on était dans un cadre vraiment d'une passion amoureuse. Parce que comme on a dit ici, rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Est-ce que ces choses qui ont donc été réalisées par passion, qui n'ont pas forcément fait du bien à tout le monde, c'est pas tout le monde qui est forcément d'accord avec ça. Est-ce qu'on devrait condamner ça? Non, on ne devrait pas condamner. Mais je dis donc que on est dans un domaine vraiment qui n'a rien à voir avec le physique, qui n'a rien à voir avec des choses que les gens peuvent s'asseoir et rédiger simplement. Se dire, OK, si on tue, on va te... Non, il ne relève pas de cela. C'est pour ça qu'on dit l'être humain a plusieurs dimensions. Et on se trouve à une qui voudrait qu'on essaie de trouver une explication ou alors une compréhension de ce qui a pu se passer, mais toujours est-il qu'à la clé, il y a des sanctions qui attendent. Juste une précision, la passion, c'est vrai, on peut répéter à longueur de journée avec Hegel que rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Mais attention, de quelle passion s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une simple passion amoureuse qui tend vers quelque chose de positif ou alors d'une passion? Vous voyez avec quelle passion quelqu'un qui a tué décrit son acte. Cette passion, cette passion est dangereuse. Donc, discutons, d'accord, mais distinguons suffisamment cette passion amoureuse positive qui tend vers la valorisation de l'être humain et cette autre forme de passion qui nous amène vers... C'est pour ça que nous sommes là, professeur Somo. Même moi, je voudrais dire, l'amour passionnel
n'est pas forcément le crime passionnel. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a des amours passionnels qui ont fait... L'amour passionnel est dangereux, mais l'amour passionnel, c'est déjà dangereux, parce que c'est ça qui amène vers le crime. Pas toujours. Ça peut amener aussi vers des grandes œuvres. Vous savez, il y a des grandes œuvres qui se sont faites dans ce monde à partir d'un amour passionnel. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir, il faut se les mettre avec passion ou pas? Je veux dire, ça a dit tout à l'heure, quand on n'est plus dans le domaine de la raison, parce que la passion est dans le domaine de l'âme, n'est pas réveillé, il faut faire attention. Et je vais lui répondre comme Corneille disait, pour lui dire, Corneille, Idolâtre Julie. Pour lui dire que je l'ai lu, voilà. Et les grands œuvres, même dans l'amour profond, l'amour d'un certain type fait avancer, mais il faut avoir des freins. Il faut avoir des freins pour ne pas transformer cet amour en possession, en égoïsme, en narcissisme. Oui. Quand ça devient narcissique, égoïste, ça peut produire des crimes passionnels. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, on va faire un tour de table. Hein. Je vais faire le dernier tour de table. Maître Bondje, c'était votre conclusion? Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut aimer avec passion. Oui. Il faut aimer l'être aimé. Il faut aimer avec passion. Oui, l'être aimé doit être aimé dans tous ses états. Mais il faut que ça ait un frein. C'est-à-dire que, je le répète, hein, il ne faudrait pas être narcissique, il ne faut pas aimer pour soi-même. Il faut aimer parce que l'amour, d'ailleurs, quand on aime, on ne sait même pas pourquoi on aime. Oui. Quand on commence à savoir pourquoi on aime, c'est qu'on est égoïste, narcissique et tout ce que cela comprend. Monsieur Somo? Non, je voudrais qu'on soit clair au sortir de cette émission. C'est vrai que de grandes choses se font avec un peu de passion. Mais il est dangereux, dans le cadre de l'amour, de sortir de la dimension rationnelle de l'être humain. Parce que ce qui nous fonde à être des êtres humains, c'est la raison. Et la raison et la passion, la raison et la passion ne peuvent pas coexister. Et c'est justement dans cet élan de passion, lorsqu'on sort de la raison, qu'on finit par commettre un crime parce qu'on a mis la raison de côté. La raison, c'est ce qui nous fait dire que l'être humain est une valeur au-dessus des autres valeurs. Je ne voudrais pas finir mon intervention aujourd'hui sans penser à quelqu'un. Hein. Oui. Je voudrais penser à une personne particulière aujourd'hui. C'est le sous-préfet de Nitoukou. C'est le sous-préfet de Nitoukou. C'est mon ami le sous-préfet de Nitoukou. Qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, monsieur le sous-préfet de Nitoukou. Voilà, Fanny Matombe. Bonjour à tous les sous-préfets du Cameroun. Voilà. Et il y a la dame qui est sous-préfet. Donc, moi, je voudrais juste attirer l'attention de ceux qui ont cette tendance à être extrêmement jaloux, à être extrêmement coléreux, pour dire que voilà autant de choses qui peuvent nous conduire à des crimes passionnels. Ça existe certes, mais on peut aussi essayer de contrôler cela en se disant chaque fois que nous, c'est-à-dire la personne en elle-même, n'est pas l'être suprême, on va le dire comme ça, parce qu'il y en a justement, là, quand on rentre dans le narcissisme, il y en a qui estiment qu'après eux, il n'y a plus rien. Et du coup, ils sont prêts à éliminer tout ce qu'il y a devant eux. Voilà, donc, voilà, il faut faire très attention voilà, pour tous ces gens-là. N'aimez pas comme des fous, comme on se le dit souvent, aimez tout simplement, voilà, comme des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, chers panélistes, d'être venus cet après-midi, Maître Bondje, Monsieur Somo. Fanny Matombe. On va dire merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés cet après-midi, particulièrement à ceux qui nous ont appelés. On se retrouve la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. Bonne fête des mères encore. Bonne fête des mères à Madame Bellol, à Madame Obasilek, Michel Natacha. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Au revoir.